Alors je passe maintenant la parole à l'orateur suivant, Dirk Iselbart. Il est le chef du service de chirurgie pathologique et transplantation à l'hôpital universitaire d'Anvers, professeur ordinaire à l'UVA, membre très actif de différentes commissions nationales et internationales. Et il a mené avec son comité d'éthique une réflexion approfondie sur le don d'organes après euthanasie et on a établi les guidelines. Et ce groupe a fait vraiment œuvre de pionnier de manière très réfléchie et leur ligne de conduite a été adoptée, si pas copiée, par différents centres en Belgique, dont l'UCL. Dire que le président. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher professeur Roth, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de vous parler d'un sujet qui est totalement le mérite de ces patients qui ont envisagé le don d'organes avec des souffrances telles que l'euthanasie leur a été accordée. L'euthanasie qualifie la pratique qui met fin à une vie de façon intentionnelle afin de soulager la douleur et les souffrances. Et on doit discriminer entre l'euthanasie volontaire qui est effectuée avec le consentement du patient, et même à la requête spécifique du patient. Et là, le médecin administre la dose mortelle généralement par excision, qui est quelque chose de très effectif, où aussi l'ischémie fonctionnelle des organes, c'est très court, envisagé de transplantation. On doit discriminer ça avec le suicide médicalement assisté, lorsque le patient provoque son propre décès avec l'assistance d'un médecin, qui est légal en Suisse et certains États des États-Unis. Et autre chose, c'est l'assistance médicale au décès à la fin de la vie, ce qui est pratique au Canada. Les Pays-Bas, c'était le premier pays du monde où on a légalisé l'euthanasie pour les adultes sous certaines conditions. Important, c'est que la souffrance des patients doit être insupportable et sans espoir. Naturellement, une demande volontaire, mûrement réfléchie du patient. Deux médecins doivent convenir qu'il n'y a pas de perspective de rétablissement. Et à la fin, il y a une commission de contrôle qui vérifie si les conditions ont été là. La Belgique, un an après, a adopté une loi similaire avec quelques différences, pas grand-chose. Aussi permet l'euthanasie sur une condition stricte. Luxembourg, en 2009, a adopté une loi similaire à la Belgique. Aussi, il y a une loi à Colombie en 2015, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les règles et les réglementations, mais là, il y a effectivement quelque chose là. Et très récemment, Québec en 2015 et le Canada en total en 2016 a légalisé une loi qui s'appelle Physician Aided Suicide et Euthanasie sous la forme d'une aide médicale au décès. Mais ici, c'est important que, c'est strict que le patient doit être à la fin de sa vie. Ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas et en Belgique. Courte comparaison entre les Pays-Bas et la Belgique. Les Pays-Bas sont plus grands, mais ils ont plusieurs des cas d'euthanasie comparés avec la Belgique. Donc, 18 cas d'euthanasie par jour, et en Belgique, c'est plus que 6 par jour. Aussi remarquable, c'est que
85% aux Pays-Bas sont en phase terminale de maladie maligne et c'est moins en Belgique. Donc, il y a quelques différences entre ces deux pays. Mais aussi, c'est clair que la pratique de l'euthanasie s'augmente, aussi aux Pays-Bas et aussi en Belgique. Et ça augmente encore. En Belgique, vous verrez l'augmentation et aussi une discrimination entre les cas en rouge dans le partie nord de notre pays et en vert dans le pays sud de notre pays. Et vous voyez que le pratique aussi s'augmente. Mais il y a un changement de nombre d'euthanasies pratiquées en répartition linguistique, que le ratio entre le parti francophone et le parti flamand, qui est celle que dans 2007 a changé jusqu'à maintenant. Donc il y a une sorte d'évolution aussi au sud du pays. Bon, notre loi belge décrit l'euthanasie comme un acte délibéré exécuté par une tierce personne en vue de mettre fin à la vie de la personne qui a demandé cet acte. Ce qui est important, c'est que le patient doit être dans un état médical désespéré et se plaindre de douleurs physiques ou mentales constantes et insupportables qui ne peuvent être soulagées. Ça veut dire que des patients malades, non cancéreux, non terminés, peuvent également aussi demander l'euthanasie. Donc ça, c'est autre chose au Canada. Et là, il y a un potentiel pour don d'organes. Aussi important, c'est que si la personne ne se trouve pas dans la phase terminale, non seulement 2 médecins doivent permettre l'euthanasie, c'est nécessaire qu'il y ait aussi un 3e médecin, soit un neuropsychiatre, soit un spécialiste de la maladie en question, qui aussi permet l'euthanasie. C'est important parce qu'on a aussi besoin de 3 signatures pour déclaration de mort si on prélève les organes pour transplantation. Bon, c'était en 2005, quand je retourne d'un congrès de transplantation, dans un samedi, que mon organisme de transplantation me téléphone. Il y a un médecin général qui m'a téléphoné. Il a un patient chez qui on a permis l'acte d'euthanasie dans une semaine. Et maintenant, le patient a dit qu'elle veut absolument donner des organes. Mais ça, c'est impossible, elle a dit. Moi, j'ai dit, si un patient est si motivé, on doit explorer les possibilités. Et dans cette semaine, j'ai arrêté toutes mes obligations de clinique, consultation, opération, et je vais discuter avec le patient, le médecin général, notre comité d'éthique, chaque jour, notre direction, pour voir si c'est possible dans une semaine d'établir un protocole légal, pratique, public, pour permettre le don d'organes dans cette situation. Et nous avons réussi ça. Ici, vous voyez les 10 cas depuis donc, 15 années à notre hôpital, à notre région. Il y a quelques patients qui ont l'euthanasie dans leur propre hôpital parce que nous croyons que c'est important que l'euthanasie est effectuée si proche que possible à la maison des patients. Ici, vous voyez les conditions qui a permis ou qui provoque les questions d'euthanasie.
On a aussi discuté 9 cas don d'organes après euthanasie, mais là, on n'a pas réalisé ces cas et je discute ces cas après. Bon, qu'est-ce que sont les éléments importants dans l'organisation de procédures qu'on a discuté avec le comité d'éthique hospitalier? Premièrement, et c'est le plus important, de séparer le plus strict que possible, parce que tous les actes sont un peu combinés naturellement. Donc, séparation la plus stricte possible entre la demande d'euthanasie, la procédure d'euthanasie et le don d'organes. Donc, c'est clair, on a besoin d'un scénario bien expliqué avec consentement éclairé du donneur et de la famille. Et l'euthanasie va être effectuée par 3 médecins, parce qu'on a besoin aussi de 3 signatures pour la déclaration de décès à ce moment-là. On a organisé le prélèvement d'organes comme un décès d'étape type 3, comme le professeur Detry a expliqué, en respectant la règle du donneur mort. On prélève des organes après le diagnostic clinique de la mort par les 3 médecins présents. Donc, on n'a pas instrumentalisé les patients pour l'acte de l'euthanasie. Aussi important que c'est que les procédures soient effectuées par des membres seniors et aussi à une base volontaire. Mais jusqu'à maintenant, aucun médecin, aucun infirmière a refusé de coopérer avec l'organisation de cet acte. C'est aussi important de préparer le patient, non seulement la discussion après l'octroi de l'euthanasie, mais on a aussi naturellement besoin de consentement non seulement du donneur, mais aussi on essaie de participer avec la famille. On fait quelques contrôles médicaux d'aptitude et dans le cas dernier, on a même fait un CT scan complet parce que le patient a été en contact avec asbeste, donc c'était important que nous essayons d'exclure la possibilité de maladie maligne. Et ça, c'est le problème le plus grand si on discute ça avec les patients. C'est naturellement, on demande la permission au donneur d'avoir l'euthanasie à l'hôpital et pas à domicile, c'est clair. Et ce n'est pas quelque chose qu'on rêve de son mort. Hein. Parce que la plupart des euthanasies sont effectuées à la maison. Hein. Donc ici, on demande à le patient de venir à l'hôpital pour l'euthanasie. Aussi, l'euthanasie n'est pas seulement faite dans un lit à une chambre ordinaire de l'hôpital, non, pour l'ischémie, c'est important que c'est assez proche au bloc opératoire. Donc là, on organise une chambre, un bloc opératoire pour effectuer donc l'euthanasie, pour diminuer l'ischémie si petit que possible. Donc, c'est différent de la procédure usuelle d'euthanasie. La procédure d'euthanasie usuelle est respectée, donc c'est une surdose de barbiturique, et c'est aussi cardiotoxique. Et ça exclut le donneur de cœur. Comme j'ai dit, il y a un diagnostic du décès par critère clinique par cette fractation. On respecte le protocole de 5 minutes no touch. Après la déclaration du mort, après ce no touch, il y a un autre anesthésiste nécessaire pour intuber et ventiler le patient en cas de prélèvement de poumon. Le prélèvement d'organes se fait comme un décédé type 3, comme a été expliqué par le professeur Detry. Et normalement,
prélever le foie et du rein, souvent aussi des îlots pancréatiques et des poumons, et aussi des tissus. Et comme vous voyez, il n'y a pas de prélèvement de cœur parce que le cocktail de barbituriate sont cardiotoxiques et ce n'est pas possible de réanimer le cœur à ce moment. Les organes sont attribués par le transplant et les centres de transplantation ont tout au courant de la nature et les éléments de prélèvement d'organes. Et c'est pour ça, parce que l'euthanasie est quelque chose de très sensible dans le monde, il y a une recommandation de l'eutransplant où les organes sont seulement distribués dans les pays qui ont une législation d'euthanasie. Donc, les organes sont seulement distribués entre les Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, et certainement pas en Allemagne. Bon, quelques résultats. Ici, en 2016, on a interrogé tous les centres, leurs résultats. Et vous voyez que maintenant, presque tous les centres, à ce moment-là, 5 à 7 centres ont EDK. Maintenant, j'ai appris que presque tous les centres maintenant ont des cas don d'organes après euthanasie. Dans 2015, on a 23 cas. Ici, vous voyez toutes les causes de demande d'euthanasie. Et c'est en majorité des causes neurodégénératives. Le don d'organes a été placé au bloc opératoire ou presque près à la bloc opératoire. Le temps jusqu'à cœur a été au moyen 8 minutes. Et avec ce 5 minutes de no-touch, il y a une perfusion. On commence la perfusion après 19 minutes. Donc c'est assez court, c'est assez effectif et au moyen c'est plus effectif que des autres cas de décédés type 3. Ici, vous voyez qu'il y a un grand potentiel de procédure parce qu'on peut prélever beaucoup des organes. Et ici, vous voyez qu'en Belgique, comme déjà dit, on est plus effectif qu'aux Pays-Bas. Mais c'est encore une activité modeste. Vous voyez ici que les cas d'euthanasie sont une minorité de tous les cas de décédés. Mais ça change. Ici, vous voyez que les Pays-Bas ont commencé plus tard qu'en Belgique, mais vous voyez que l'activité s'augmente très rapide et jusqu'à 2 années, il y a 73 cas de don d'organes après euthanasie. Donc, je vais conclure avec quelques questions éthiques et aussi quelques nouvelles questions éthiques. Premièrement, la question est, est-ce qu'on a respecté la règle du donneur mort? Je pense oui, parce que le don d'organes est seulement discuté après l'accord à la demande d'euthanasie. Le don d'organes ne constitue jamais une raison de demander l'euthanasie. Et les patients ne sont jamais tués pour les organes. Le don d'organes se fait toujours à la demande spontanée du patient et c'est pour ça que ce n'est pas une grande activité, parce qu'on est dépendant de la demande spontanée des patients. Donc,
dans ce sens-là, on a établi une confiance professionnelle et publique. Je pense vraiment qu'on a maintenant cette confiance. Parce que c'est discuté au plan professionnel dans des congrès, dans des symposiums, à la télévision. Donc, il y a une confiance dans la procédure. Est-ce qu'on a respecté l'autonomie à la fin de la vie? Je pense vraiment oui, parce que le don d'organes, c'est seulement effectué à la demande spontanée du patient. Et toujours, il y a le droit d'arrêter à tout moment de la procédure de don. Mais il y a aussi quelques nouvelles questions éthiques, parce que la technique actuelle, comme j'ai dit, exclut le prélèvement de cœur à cause du cardiotoxicité. Et vraiment, il y a beaucoup de patients qui insistent sur le prélèvement de transplantation de cœur. Donc ici, on a une sorte de conflit entre deux règles éthiques, ou deux principes éthiques, l'autonomie versus dead donor rule. Donc, est-ce qu'il y a une subsidiarité entre ces deux grands principes d'éthique? Donc, on a vraiment besoin d'une autre technique d'euthanasie qui permet le prélèvement du cœur. Autre question, c'est est-ce que c'est possible qu'on adopte une approche plus active vis-à-vis à ces patients? Parce que maintenant, juste le prélèvement, c'est toujours fait à la demande spontanée, c'est jamais demandé aux patients. Mais là, il y a une possibilité de danger, de contrainte et de pression sociétale. Donc, la proposition ici qu'on essaie d'informer à manière indirecte ces patients qui cherchent l'information. Et je pense qu'on va aussi professionnaliser tous les médecins qui sont dans les soins palliatifs et qui parlent avec les patients à la fin de leur vie. Et ces médecins doivent être professionnalisés sur le plan de transplantation pour permettre des réponses correctes sur les demandes des patients. Donc mes conclusions sont que le don d'organes peut être ainsi faisable, bien accepté, au Belgique et Pays-Bas, mais il y a encore une évolution dans ce sens-là. Je pense vraiment qu'on ne peut pas nier le souhait prononcé de patients de donneurs. C'est important de séparer la demande et la procédure d'euthanasie versus le prélèvement d'organes. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais approché les candidats de manière active, mais peut-être que ça peut changer dans le futur. Il y a vraiment une qualité élevée de ces organes décédés, il y a un potentiel. Si on voit le potentiel, il y a un potentiel de 10% de tous les cas d'euthanasie ont un potentiel pour don d'organes. Donc c'est assez grand le potentiel. Mais aussi, il y a des nouvelles questions éthiques sur l'autonomie et la contrainte. Et je finis avec un témoignage que j'ai expérimenté une vraiment amélioration de l'image de soi, de patient, à la fin de leur vie, par faire possible cet acte de don d'organes. Je vous remercie.